Bonjour, je m'appelle Bernard Godard. J'ai été de 1997 à 2002 membre du cabinet ministériel et puis ensuite de 2002 à 2015 au bureau chargé de mission au bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur et j'ai été de manière constante pendant toutes ces années chargé des relations avec le culte musulman. Oui, alors quand on parle effectivement de l'institutionnalisation, de l'organisation du culte musulman, on peut croire qu'effectivement, souvent on le fait partir à partir de 1962, l'arrivée massive des Français rapatriés d'Algérie. On le fait partir d'un peu avant dans les phénomènes migratoires qui est arrivé après la guerre de 40. On le fait partir à partir de la construction de la mosquée de Paris, de son inauguration en 1926. Enfin, globalement, on va dire que à partir de 1830, en Algérie, il y avait 3 départements. La France faisait partie de l'Algérie. Donc, du coup, elle a eu à gérer, d'un point de vue administratif, le culte musulman. Ce n'était plus une affaire exogène, c'est-à-dire qui ne concernait pas la France à l'étranger. C'est une affaire qui concernait la République française. Et effectivement, elle a été traitée, je ne vais pas revenir sur ce sujet, pas forcément de la meilleure manière de 1830 jusqu'à 1962, mais il y a eu des petits épisodes qui ont quand même fait apparaître déjà le culte musulman à l'intérieur du territoire français, et surtout en particulier à partir de la construction de la mosquée de Paris et de son inauguration en 1926. Et en 1926, pourquoi la question qu'on peut se poser aujourd'hui, était-ce un établissement qui était destiné aux musulmans de France pour qu'ils aillent y prier? Non, clairement non. C'était un endroit un peu diplomatique, c'est-à-dire que l'Empire français, entre guillemets l'Empire républicain français, avait besoin d'un symbole au sein même de la République, entre guillemets, c'était de mettre un petit peu en exergue la protection, l'attention que portaient les autorités françaises à l'islam en général. Donc ce lieu symbolique, ça a été la mosquée de Paris. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le nombre de musulmans en métropole était relativement limité, et donc la visée première n'était pas celle d'édifier un lieu de culte, comme ça se fait ordinairement, pour l'usage des musulmans sur place. Voilà. Donc du coup, cette mosquée de Paris a été surtout un symbole. Voilà. Et bon, il y a même Messa Liadj l'appelait la mosquée réclame. Bon, c'était la formule qu'il employait. Bon, ça voulait tout dire à l'époque. Et bon, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu effectivement d'autres épisodes. Il y a des arrivées de musulmans en métropole, dans le nord, en région parisienne. Il y a eu des lieux de culte, etc. Mais effectivement, ça n'a pas forcément bouleversé beaucoup les relations de la République française avec l'islam, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de musulmans pour qu'il soit pris en compte un certain nombre de choses à institutionnaliser de manière à ce que les musulmans fassent partie de la République. Disons que le fait le plus marquant, ça va être 1962, l'arrivée en France de ce qu'on appelle les Français musulmans rapatriés. C'était le terme, qui était des musulmans algériens qui avaient choisi la France plutôt que de rester en Algérie. Et ces Français, effectivement, devenaient quand même plus visibles dans l'espace, pas énormément, mais peu devenaient visibles, et en même temps, ils étaient français. Donc il fallait quand même les considérer, voir un peu comment ils pouvaient pratiquer leur culte, etc. Et donc du coup, ça a commencé à attirer l'attention des pouvoirs publics. Alors je ne vais pas citer beaucoup d'exemples, il y a des petits exemples à droite à gauche. Je citerai simplement un exemple tout à fait caractéristique. 1975, parution de la circulaire sur les carrés musulmans, première circulaire. Et justement, c'est assez intéressant de voir que cette circulaire s'adresse aux Français musulmans. Elle ne s'adresse pas aux musulmans, mais aux Français musulmans. Donc, vous voyez qu'on considérait quand même que ce qui était important, c'était les Français musulmans. Alors, entre-temps, effectivement, étaient arrivées des vagues migratoires. Première vague algérienne, deuxième vague plutôt marocaine, et troisième vague avec africains, turcs après. Mais bon, on arrive, si vous voulez, comme ça jusqu'en 1980, avec un pouvoir symbolique qui est logé à la mosquée de Paris, qui continue toujours pour les autorités françaises à être le lieu symbolique de l'islam, avec une personnalité forte
qui est Siam Abou-Bakr, le père de l'actuel recteur de la mosquée de Paris, qui effectivement est l'interlocuteur assez retors, il faut le dire, pas forcément toujours apprécié de la part des différents gouvernements, parce qu'il veut faire un certain nombre de choses. Et en 1980, au point que, si vous voulez, il se passe en 1980, un fait important, c'est que les représentants des Français musulmans rapatriés se révoltent contre l'autorité de Cheikh Hamza Abou-Bakr. Ils occupent la mosquée de Paris, il y a des événements. Donc on voit qu'en 80, on est encore... Voilà, ce qui est important, c'est de savoir ce que les Français musulmans rapatriés disent. Après 1980, on va dire que c'est là le changement massif, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, donc qui génère un certain nombre de phénomènes, entre autres la mosquée de Paris qui n'est plus un symbole des Français musulmans rapatriés, mais qui se trouve être sous protection algérienne à partir de 80-82, le premier fait. Le deuxième fait, c'est le changement de la loi de 1901 qui interdisait aux étrangers de créer des associations cultuelles et culturelles, et donc dont le droit de gouvernement de créer des associations. Et donc à partir des années 80, sous couvert de ces associations, on a la création d'un certain nombre d'associations, et en particulier de mosquées. Donc les lieux de culte, il y en avait auparavant, mais ils n'étaient pas nombreux. Là commence vraiment à se former, à se créer, à s'ériger un peu dans toute la France. Alors, voilà, régulièrement. On va jusque comme ça, jusque dans les années 80, donc les années 80 qui sont le tournant. Et si vous voulez, il y a des choses qui se passent dans la communauté musulmane importantes. En 89, il y a des faits importants. Il y a 3 faits importants. Il y a la fin de la guerre d'Afghanistan avec le retour. Alors je sais que ça fait drôle, mais dans les pays musulmans, mais aussi ça commence à avoir un impact, le retour de ces moudjahidines. Il y a en France, en tout cas au niveau intérieur, 2 faits importants. Les impacts de l'affaire Roujdi en février 89 et l'affaire dite du voile islamique à Creil en 2015, pardon, excusez-moi, en septembre 89. Donc, si vous voulez, ce sont 2 faits qui concernent beaucoup plus l'idéologie que le culte lui-même, où effectivement l'influence étrangère qui pousse les pouvoirs publics à s'interroger sur l'organisation de l'islam. Donc ça, c'est une constante qu'il faudra garder en permanente, encore maintenant aujourd'hui. Le souci posé par les questions liées à l'islam au pouvoir public sont très liés toujours à des faits qui ne sont pas directement dépendants des musulmans eux-mêmes à l'intérieur du pays. Ça, c'est important. Et là, bon, ces 2 faits pousse Pierre Joxe à dire, bon, bah, écoutez, c'est une occasion pour lui de dire, bon, je vais convoquer une réunion, conseil de réflexion sur l'islam de France, conseil de réflexion qui n'est pas du tout une structure de représentation, une vocation à être une structure de représentation. Hein. C'est une structure pour essayer de conseiller, de voir avec le ministère de l'Intérieur qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Donc il y a un certain nombre de personnalités qui sont importantes à l'époque, etc., qui sont présentes dans ce conseil. Il y a des dossiers qui sont ouverts sur la viande halal, sur la mosquée de Paris, le statut de la mosquée de Paris, qui va rester toujours une constante, c'est des thématiques constantes, fait partie des thématiques constantes jusqu'à récemment. Et puis, voilà. Et puis le changement de politique, arrivée de Charles Pasqua et donc de Jacques Chirac et surtout de Charles Pasqua. Et là, évidemment, on dit les prédécesseurs, ils ne seront pas arrivés à faire quelque chose de positif ou de fondamental. Là, toujours pareil, avoir en tête l'impératif algérien. Et algérien, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en Algérie à ce moment-là? C'est la montée du fisc, etc. Donc, impératif sécuritaire. Donc, le ministère de l'Intérieur dit, bah, écoutez, il faut qu'on scelle une alliance avec ceux qui seront quand même les plus à même de freiner une vague islamiste qui risque de se déverser sur la population majoritairement algérienne. Parce qu'on considère que les musulmans, ce ne sont plus les Français musulmans rapatriés, mais c'est plutôt les musulmans algériens qu'on prend en considération. Et effectivement, on scelle une alliance avec la mosquée de Paris, à qui on confie les clés de l'islam de France. Carrément, ils sont fondés. Donc on essaie de penser à une structure pour la constitution d'une taxe halal. On pense à la création d'un institut musulman. On pense également à un texte
de présentation entre les musulmans et la République. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses. Bon, tout ça tombe à l'eau avec, bien sûr, le changement de gouvernement, enfin disons que la nouvelle élection présidentielle et surtout les attentats de 95-96 qui, finalement, une fois de plus, vous voyez, les événements extérieurs qui interfèrent dans l'Organisation de l'Islam de France. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, les choses stagnent, hein, et puis finalement, c'est Jean-Pierre Chevènement, en 1999, qui, après multiples réflexions avec ses conseillers, décide de lancer une nouvelle opération d'organisation. Alors, lui-même avait cette formule pour faciliter l'organisation du culte musulman. Bien faciliter, et non pas organiser d'autorité. Et donc, du coup, sont montés, alors là, un appareil assez sophistiqué, certains disent même une usine à gaz. Bon, c'est la consultation des musulmans de France. En fait, sont invités à la table de la République un certain nombre d'organisations de manière la plus exhaustive possible. C'est-à-dire ne sont pas exclus, par exemple, l'UOIF ou même les gens du mouvement fondamentaliste Tabligh font partie aussi de cette consultation. Donc voilà, sont invités à réfléchir ces structures. Et donc, du coup, ça discute, etc. Bon, comment vous expliquer? Alors, ce qui se passe, il y a deux choses importantes dans cette consultation. C'est la partie proprement politique, c'est l'organisation. C'est quoi, quelle va être l'organisation, etc. Et puis, de quoi cette organisation va parler. Alors, du côté des pouvoirs publics, eux, ils font état de leurs préoccupations. C'est-à-dire, nous, on veut savoir dans l'espace public comment les musulmans peuvent être traités à égalité avec les autres cultes si jamais il y a des problèmes, etc. Donc, il y a les questions de l'aumônerie, il y a les questions de l'abattage rituel, il y a les questions aussi diverses que l'émission de télévision, les émissions de radio et de télévision pour les musulmans sur les services publics. Le statut des imams, la construction des mosquées. Bon, il y a un certain nombre de questions qui sont soulevées. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, c'est une première, puisque on ne savait jamais été tenté avec d'autres cultes. C'est que, dans le fond, dans chaque commission, sont invités tous les membres des administrations concernées par ces questions. Et tous répondent présents. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, il y a comme ça des choses qui circulent, il y a de l'information, et voilà. Et donc du coup, mais en 2002, pour des raisons politiques intérieures de l'organisation des fédérations musulmanes entre elles, il y a 2002 l'arrêt, la plupart des organisations, dont principalement la Mosquée de Paris, refusent de continuer le processus. Et c'est Nicolas Sarkozy qui va reprendre le processus sur la demande du président de la République de l'époque, qui demande, bon, j'aimerais bien qu'on poursuive la consultation des musulmans. Et c'est vrai que bon, Sarkozy va avoir une optique beaucoup plus arbitrale d'incitatrice. Donc effectivement, il va être beaucoup plus impliqué dans la cuisine, entre guillemets, de l'organisation musulmane. Et donc, à Nainville-les-Roches, en 2002, fin 2002, il y a une réunion finale qui décide effectivement de ce que sera la future organisation qui s'appellera Conseil français du culte musulman, titre qui a été défini par les musulmans eux-mêmes. Bon. Et du coup, on s'est constitué. Et on va dire que le Conseil français du culte musulman, il y a des élections qui se passent en 2003. Bon, il y a quelques personnes qui disent que c'est pas forcément tout à fait parfait comme système, etc. Bon, c'est des contestations, mais les gens sont en attente. La plupart des musulmans sont en attente. Et bon, pendant 2 ans, il y a une activité assez intense au sein de commissions qui sont reconduites, les mêmes commissions qui avaient lieu, sur les imams, sur un certain nombre de choses, sur la formation des imams par exemple. Et puis en 2005, on va dire que les choses finalement se gèlent. Et ce qui avait été des conflits entre des fédérations diverses pour des raisons diverses, finalement, ont le dessus. Et dans le fond, le Conseil français du culte musulman devient une structure un peu frileuse et qui, finalement, ne répond pas aux attentes que beaucoup attendaient d'elle au début de sa création.
La question de la représentativité des musulmans, c'est enfin, du culte musulman, hein, parce qu'on a un cadre laïque et on n'a pas à se préoccuper de savoir. Les musulmans, c'est des citoyens, ils ont leur activité comme ils l'entendent, mais sur le culte musulman, effectivement, qu'est-ce que l'État, puisqu'il est tenu, selon l'article 1 de la Constitution, d'assurer le libre exercice du culte. Donc il a une responsabilité. Et si vous voulez, sur le plan, cette formule sur laquelle il n'y a pas de clergé en islam, c'est vrai que c'est une possibilité, mais il y a quand même en islam les pays musulmans, et l'islam est avant tout national en termes d'organisation. On est musulman en Algérie, c'est l'État, au Maroc, c'est l'État, c'est le roi avec son organisation, et on va dire que dans la plupart des pays musulmans, même dans ceux où il y avait une certaine liberté d'exercice du culte, etc., tout ça avec l'incidence de l'islamisme à partir des années 70, ça a poussé certains États à être beaucoup plus normatifs dans l'organisation de l'islam. C'était le cas pour la Turquie, pour l'Algérie, pour la Tunisie, mettons. Ça a été le cas ensuite beaucoup plus pour le Maroc, qui est devenu beaucoup plus interventionniste dans le champ religieux qu'il l'était auparavant. Ça l'était même en Arabie Saoudite. Oui, donc, c'est-à-dire que finalement, la situation politique a poussé les États à être beaucoup plus interventionnistes. Du coup, c'est vrai que ce n'est pas un clergé, mais c'est en même temps une structure administrative qui règle le fonctionnement des musulmans, de l'islam. Et c'est vrai qu'en France, enfin, en général dans les pays occidentaux où effectivement le culte est complètement libre, il n'y avait pas eu de choses très importantes sur la question. Et l'expérience du Conseil français des cultes musulmans, c'était effectivement de dire faut bien qu'on s'adresse à des interlocuteurs. En l'occurrence, ces interlocuteurs, c'était principalement qui pouvaient être les interlocuteurs? Les mosquées, par exemple. Mais les mosquées sont indépendantes en France. Toutes sont indépendantes. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas faire ce qu'on avait fait, une listing de tous les mosquées et inviter les 1500, les 1600 mosquées responsables de mosquées. Il fallait pondérer aussi en fonction de l'importance de chacun. C'était une tâche impossible. Hein. Donc, du coup, effectivement, on a eu recours à ce qui était un petit peu le tissu des fédérations. Alors, est-ce que ça voulait dire, on avait bien conscience que le tissu des fédérations n'était pas forcément la formule idéale. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens adhéraient à des fédérations, mais d'un point de vue organique, on n'était pas forcément dépendante très forte. Du coup, voilà, il y a eu Mais c'est là qu'on a cristallisé, finalement, on a vu qu'il pouvait y avoir des intérêts divergents entre des gens qui étaient de sensibilité marocaine, des gens qui étaient de sensibilité algérienne, même si sur le plan dogmatique, ils n'avaient aucune différence. Vous voyez. Et donc, ça a créé des tensions. Et par exemple, la donne marocaine, qui était une donne éclatée sur le territoire jusqu'en 2005, elle a pris du volume à partir de 2005, à partir du moment où on s'est adressé à une structure fédérative marocaine. Alors que ce n'était pas le cas auparavant. Vous voyez. Donc ça a donné une importance, un dimensionnement très important à la composante marocaine. Et du coup, comme on était habitué à considérer que traditionnellement, les musulmans, c'est les Algériens, c'est des musulmans, et à partir du moment où ils sont la population la plus importante au niveau de français, oui, mais ce qui est important, c'est le culte. Ceux qui pratiquent le culte, c'est ceux qui le gèrent. Hein. Après, le fait d'être marocain, algérien, vous pouvez faire des comptabilités, ça ne change rien du tout. Et dans ce cas-là, la composante marocaine était effectivement une composante très importante, ne serait-ce qu'au niveau des mosquées. Les mosquées de sensibilité marocaine sont très importantes. Donc sont apparues des différences nationales. Je ne dis pas qu'elles n'existaient pas auparavant, mais elles n'étaient pas aussi vivaces, aussi caractérisées que cela a été après la création du Conseil français des cultes musulmans. Ah ben, si vous voulez, par rapport à la Constitution, je vous ai dit tout à l'heure que c'était dans les années 80 qu'avaient vraiment été apparues des mosquées, mais étaient apparus aussi des premiers mouvements. La mosquée de Paris, certes, existait depuis 1926. Et en 1980, elle devient complètement algérienne, mais c'est en 1983 est créée l'Union des organisations islamiques en France, à Nancy. Et puis en 1985 est créée la Fédération nationale des musulmans de France, qui, en gros, qui est un peu l'ancêtre de ce que sera l'organisation marocaine. Et puis, il y a une organisation turque aussi. Donc, si vous voulez, c'est là que se forment ces fédérations qui tentent de fédérer, si vous voulez, l'islam, je veux dire, traditionnel.
hein. Mais il y a aussi dans le même moment tous ces étudiants qui venaient du Moyen-Orient, surtout du Maghreb, hein, de Tunisie en particulier, hein, qui vont constituer aussi une force non négligeable. Au départ, ce sont des gens qui sont frères musulmans, donc, dont la tâche dans l'immigration est de poursuivre leurs études et ensuite éventuellement de revenir dans les pays d'origine pour renverser le pouvoir et prendre le pouvoir au nom de l'idéologie frères musulmans. Mais finalement, ils finissent par rester. Et donc l'UOIF devient une structure petit à petit qui se pense musulmane en Europe, en France. Donc elle réfléchit et elle est aujourd'hui, quand vous demandez aux certains responsables UOIF, effectivement ils n'ont plus grand-chose à voir avec le développement d'une société, du califat au Maghreb. C'est des gens qui ont leurs enfants ici et donc qui sont devenus français. Et du coup, alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal, parce qu'ils véhiculent en même temps quelque chose qui est proche des frères musulmans, mais en même temps ils se pensent complètement comme intégrés dans la société française. Alors, effectivement, il était difficile, pour l'État français, c'était difficile de dire en même temps, je fais comme les autres religions, donc je cherche, c'est l'idée même de la laïcité d'ailleurs, hein, c'est de ne pas faire de différenciation entre les religions, donc est-ce que l'islam doit avoir un statut spécial? Alors, on va dire qu'en Algérie, oui, il y avait un statut spécial, parce qu'il y avait le statut de l'indigénat, qui était un statut tout à fait hors exorbitant du droit français, quand même, le statut de l'indigénat. Mais ensuite, en France, quand vous êtes citoyen français, on n'est plus du tout dans le cadre qui avait été celui. Mais cette histoire est encore très présente. Du coup, toute initiative en ce sens-là, il faut faire très attention à ce qu'elle ne rappelle pas effectivement cette période coloniale. Alors, ça va être un peu difficile. Mais si vous voulez, la réflexion qui a été menée en particulier à partir de fin 99, puisque fin 99, je vous ferai remarquer une chose, c'est que la volonté politique de faire une organisation, elle est pour la première fois peut-être extraite du contexte international. En 97, 99, on n'est pas. Malheureusement, en 2001, l'actualité va re-rentrer directement en France sous d'autres aspects. Mais si vous voulez, la structure qui a été montée autour de la consultation est assez forte pour que finalement les événements de 2001 ne polluent pas. Ça aurait pu arriver, et tout le monde l'a craint à ce point-là, mais effectivement, ça n'est pas arrivé. Du coup, si vous voulez, on va dire qu'il y a une histoire tout à fait particulière en France, qui est celle qui est l'héritage, on m'a dit, de l'Algérie, celle de la mosquée de Paris. Il ne faut pas oublier que c'est le seul édifice en Europe. Hein, bon, dans d'autres pays, il y a des populations musulmanes. Quand vous regardez l'Espagne, la Suisse, l'Italie, la Belgique, par exemple, les établissements significatifs qui représentent l'islam, ce sont des établissements payés par l'Arabie saoudite, les Saoudiens. Or, en France, c'est vrai qu'on a un édifice qui, en même temps, on l'a dit, a été symbolique au départ, mais dans le fond, représente une histoire particulière de la France et de rapport de la France et de l'islam. Vous n'avez pas cette configuration dans d'autres pays, à part la Russie. À Moscou et Saint-Pétersbourg, mais c'est une autre histoire. Bon, mais si vous voulez, en Europe de l'Ouest, c'est une affaire tout à fait particulière. Ensuite, si vous voulez, les relations entre, vous en avez parlé des frères musulmans et des différentes composantes, les relations avec l'UOIF sont tout à fait particulières. Effectivement, il a été reproché à l'État français, par exemple, d'avoir intégré l'UOIF dans la discussion pour les autres composantes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était difficile de faire autrement, donc c'est particulier. Et puis, il y a effectivement l'héritage, on va dire colonial, encore une fois de plus, les relations avec le Maroc, les relations avec l'Algérie, et puis l'extrême variété de la population musulmane dans le fond. Vous voyez, je prends l'exemple turc. L'exemple turc, c'est une population qui est dans le rapport de 1 à 3, même 1 à 4 par rapport à une population marocaine. Et pourtant, en termes de lieux de culte, en termes de vie culturelle, c'est une population qui est très, très, très entreprenante, très riche et qui a des lieux de culte musulmans un peu partout dans toute la France. Donc vous voyez que et j'ai oublié bien sûr la composante africaine, laquelle composante est indispensable dans le paysage musulman français. Cette composante africaine qu'on voit moins, mais pourquoi? Parce que beaucoup de leaders africains, de théologiens africains se sont fondus dans le reste
et n'ont pas eu des velléités, à part des flammes de prière dans les foyers, mais ce ne sont pas des gens qui ont dit on va faire une structuration propre en tant qu'Africains de l'Ouest par rapport aux autres, mais ils sont très présents. Et donc du coup, ça aussi c'est une spécificité française qu'il fallait prendre en compte par rapport à la rassemblement des musulmans. Alors, le Conseil français du culte musulman est un instrument qui, effectivement, a des fondements et il y a beaucoup de choses à voir, à réformer, peut-être le mode de nomination des responsables, par exemple, ne serait-ce que ça, mais aussi la représentation. Il est évident que si on se cantonne aux seules représentations des Marocains, des Algériens, de l'UOIF, c'est très limitatif. Il faut peut-être revenir, non pas en tête de nombre, combien de divisions, mais que chacun puisse faire partie, y compris des minorités, comme c'est dans le cas dans la fédération protestante, qui pourrait être le bon exemple, d'insérer des minorités, des gens plus minoritaires, et puis permettre aux jeunes générations, qui ne sont pas dans les structures, parce que tout ça est verrouillé aussi. Je n'aime pas parler. Tu as parlé de la période des darons. Ben oui, c'est-à-dire c'est les anciens. Il faut voir que la plupart des mosquées, il y a beaucoup qui s'accrochent, qui ne veulent pas décrocher, et ça fait quand même 30 ans, 40 ans qu'ils ne veulent pas. Alors, il y a effectivement une absence de démocratie évidente au sein même des structures. Et là, je crois que ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de clergé, c'est le fait qu'effectivement, ça s'est passé comme ça. Il y a les anciens qui ont pris le pouvoir et puis ils ne veulent pas le lâcher. Mais globalement, la structure modifiée, réformée, peut servir, puisque ça veut dire qu'il y a une institution. Elle est répartie sur tout le territoire, autant s'en servir en la modifiant, mais de manière un peu plus radicale que ça a été fait récemment, en particulier auprès d'instances de dialogue. Ça ne rime à rien de convoquer des instances de dialogue si c'est pour ensuite qu'il n'y ait aucun résultat derrière. Mais là, en revanche, la Fondation de l'Islam de France est intéressante parce qu'elle a essuyé des plâtres de 2005 à 2015, c'est-à-dire qu'effectivement, elle n'a pas fonctionné parce qu'elle était entre les mains de ces fédérations. Du coup, effectivement, si on parle des thématiques culturelles, on n'est pas obligé d'avoir recours au culte, parce que les thématiques culturelles, c'est des thématiques de la civilisation islamique. Alors on fait l'islam avec un grand I, c'est-à-dire tout ce qui est une histoire prestigieuse, etc. Et c'est très important parce que vis-à-vis des jeunes générations en particulier, de rétablir cette histoire, de la redire, et pas du tout avec ce sentiment d'opposition ou de méfiance par un organisme qui serait entre les mains des capitalistes, des koufars ou je ne sais quel ennemi, ça c'est quand même important. Parce que si à travers de la Fondation de l'Islam de France, sont valorisées un certain nombre de choses de l'histoire, par exemple, de cette histoire en général, mais de l'histoire des musulmans en France aussi, ça aura une certaine utilité. Et puis c'est un instrument d'éducation, parce que tout le monde le reconnaît, pour le moment c'est ça, l'éducation, savoir donner des films, savoir faire des choses, un peu ce qu'a fait l'Institut du monde arabe sur le monde arabe en général. C'est vrai que la Fondation des musulmans de France apparaît un instrument idéal et qui pourra faire le lien avec le culte. Ça ne veut pas dire que c'est éloigné. L'idéal, bien sûr, mais bon, on peut rêver, ça serait que cette fondation de l'Islam de France soit complètement en osmose avec un Conseil français du culte musulman ou une structure cultuelle musulmane qui, elle-même, sera en accord avec ce que fera la Fondation. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais il faut que la Fondation de l'Islam de France avance, même si c'est nécessaire, en dehors de toute ingérence ou de tout trouble généré par l'organisation du culte. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long et j'espère qu'effectivement ces quelques éléments vous permettront de réfléchir sur ce que était ma participation et je souhaite vraiment bon vent à la Fondation de l'Islam de France.